glorieux et de vaillants guerriers, pays de civilisation et de savoir, terre de culture et de métissage, pays de partage et d'hospitalité, terre de nos dignes pères, tu es ce qui nous définit et nous rassemble dans l'épreuve et dans la prospérité. Comme un seul homme et pour un seul destin, nous ferons de toi, Mali, une terre de paix. Plus de 19 milliards de francs CFA, c'est le coût global du programme d'entretien routier au Mali. Le ministre de l'Équipement et du Désenclavement était à Kifosso, dans le cercle de Yorosso, pour le lancement de cet important programme. Pour l'an 2 de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, les hommes politiques de Gao pensent que des résultats satisfaisants ont été obtenus, mais ils souhaitent une amélioration de la situation sécuritaire. Voilà, toutes nos excuses pour ce petit problème technique. Merci de nous avoir choisis. Bonsoir à tous. Dans la grande édition, tout d'abord et en images, le président de la République a regagné Bamako cet après-midi en provenance de Riyad en Arabie Saoudite. Les images vont suivre. À sa descente d'avion, il a été accueilli par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Des présidents d'institutions, certains membres du gouvernement et plusieurs autres personnalités. Le chef de l'État a pris part à Riyad au sommet arabo-islamo-américain sur la sécurité. L'arrivée cet après-midi du président de la République en provenance de Riyad en Arabie Saoudite, où il a pris part au sommet arabo-islamo-américain sur la sécurité. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement de pays arabes et musulmans ont pris part à Riyad hier en Arabie Saoudite au sommet arabo-islamo-américain sur la sécurité. Parmi eux, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, en exercice du G5 Sahel à Riyad, les chefs d'État et gouvernement ont réfléchi notamment aux voies et moyens permettant de nouer des partenariats fructueux dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Une rencontre dont les autorités maliennes attendent donc des retombées positives sur notre pays dans sa lutte contre les forces du mal. Envoyés spéciaux, Yaya Konaté et Adaman Kamara. Dans le hall d'entrée du Centre international de conférence Roi Abdelaziz de Riyad, Sa Majesté Salman Ben Abdelaziz Al Saoud, serviteur des deux saintes mosquées, reçoit en ce jour un nombre important d'hôtes de marque. L'occasion est historique et ils sont venus des pays arabes et musulmans, sans oublier les États-Unis d'Amérique, pour une rencontre au sommet dédié à des questions de sécurité. Premier du genre, le sommet arabo-islamo-américain se voulait un espace d'échange en vue de nouer des partenariats sécuritaires pour lutter efficacement contre le terrorisme et l'extrémisme violent, des questions qui préoccupent au plus haut point aujourd'hui le Mali, le Sahel et au-delà le monde entier. Vous savez tout ce que cela coûte au Mali aujourd'hui. Pas seulement le Mali, le Sahel. Et nous sommes ici d'ailleurs avec deux casquettes, celle du Mali et celle du G5 Sahel. Ce G5 Sahel que nous avons dû créer pour mutualiser nos compétences, nos potentiels, au fin d'être plus efficaces dans la lutte commune contre ceux que nous affrontons aujourd'hui. Les 5 États du Sahel, pas seulement eux d'ailleurs, toute la région du Sahel, est confrontée aujourd'hui à ce lancinant problème du terrorisme. Et plus
nous mettrons ensemble nos données, les éléments d'appréciation, les moyens également de lutte, mieux nous serons efficaces pour cette hydre-là que nous devons arriver à éradiquer. Déjà, nous collaborons étroitement avec la plupart des pays organisateurs de ce sommet arabo-islamo-américain, que ce soit le pays hôte lui-même, l'Arabie saoudite, et les États-Unis d'Amérique. Tous deux sont aujourd'hui en coopération étroite avec nos services, avec nos forces armées. Et vous avez suivi à l'époque, l'opération Flintlock avait pour but d'aider à l'agrégation de nos hommes, aux techniques de cette guerre asymétrique. Et cela continue encore. Nous avons des stagiaires aux États-Unis. Ce n'est pas un secret d'État. Nous avons également des échanges au niveau de l'intelligence. Donc les choses déjà sont assez avancées à ce moment-là. Et il faut espérer qu'avec l'engagement, la détermination du président Trump, l'effort sera encore amplifié. Donc les réponses pour le Mali seront très positives. Et pour le G5 Sahel également, je pense que nous pouvons nous attendre à un effort accru de compréhension d'abord de notre vocation et d'appui dans le domaine de la logistique et de l'équipement. La vision des initiateurs du sommet de Riyad tenait en quelques mots regroupés sous la forme d'un slogan « Ensemble nous vaincrons ». C'est donc dans cette optique de mise en commun des efforts que les chefs d'État et de gouvernement ont participé aux travaux de la journée dont l'un des temps forts fut le discours tant attendu du président américain. Donald Trump, qui de l'avis du président Ibeka a tenu des propos d'engagement dans la lutte contre le terrorisme avec une distinction nette entre islam et terrorisme. Un discours salué donc par le chef de l'État. Je crois que le discours d'aujourd'hui n'était pas ambigu. Et de ce point de vue-là, je crois que les États-Unis d'Amérique, puissant pays avec une armée qui est peut-être parmi les meilleures du monde et des moyens financiers importants, si un tel pays s'engage, comme le président Trump l'a dit, dans la lutte contre le terrorisme, et il a dit sa détermination, ajoutée à celle de roi Salman, avec tous les moyens dont il peut disposer de l'éradiquer, je crois que le monde peut espérer. Parmi les motifs d'espoir, il y a aussi l'ouverture annoncée ici à Riyad, dans la capitale saoudienne, d'un centre international de lutte contre l'idéologie extrémiste. Un centre qui, selon ses concepteurs, s'opposera à la propagation de l'idéologie extrémiste en faisant notamment la promotion de la modération et en soutenant la diffusion du dialogue positif. Objectif final, protéger les peuples contre l'intolérance, cette intolérance qui conduit à la violence. Et ce message de félicitations du président de la République, chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta, à son Excellence, Monsieur Hassan Rouhani, président de la République islamique d'Iran. Message ainsi libellé. Votre réélection à la magistrature suprême de la République islamique d'Iran m'offre l'heureuse occasion d'adresser à votre Excellence mes très vives et chaleureuses félicitations. Je voudrais vous assurer de ma disponibilité constante à œuvrer de concert avec vous au raffermissement des excellentes relations d'amitié et de coopération entre la République islamique d'Iran et le Mali, en vous souhaitant plein succès dans l'accomplissement de vos hautes fonctions. Je forme des vœux sincères de bonne santé et de bonheur pour votre Excellence, de progrès et de prospérité croissante pour le peuple iranien. Je vous prie d'agréer, Excellence, Monsieur le Président, les assurances de ma très haute considération, signé Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État. Également en images, conseil de cabinet cet après-midi à la primature. Conseil de cabinet présidé donc par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Un seul sujet à l'ordre du jour, projet de loi portant code de protection de l'enfant. Voilà donc le conseil de cabinet qui s'est tenu aujourd'hui à la primature. À l'ordre du jour, le projet de loi portant code de protection de l'enfant.
Un conseil de cabinet présidé, bien entendu, par le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga. Revue conjointe 2017 du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle. Les travaux de 3 jours interviennent alors que le gouvernement est engagé dans la phase finale de l'élaboration d'un nouveau plan sectoriel de l'éducation. Le compte-rendu de Moïse Traoré. Les 3 régions du centre, Koulikoro, Sikasso et Ségou, se partagent près de 54% des écoles du premier cycle du total national. Au cours de cette revue conjointe 2017 du secteur de l'éducation et de la formation professionnelle, les statistiques 2014-2017 font l'objet de débats. À la fin du mois d'avril, plus de 500 écoles étaient encore fermées. Il s'agit donc de milliers d'enfants qui sont privés de leur droit fondamental à l'éducation et de milliers d'enfants qui sont exposés à de potentiels risques de protection. Les 3 journées qui sont non seulement l'occasion d'évaluer la mise en œuvre des recommandations des revues 2015-2016 sont aussi l'occasion d'examiner le programme intermédiaire dans son exécution en 2016 et les perspectives. Parmi ces perspectives figure évidemment l'urgence que nous rencontrons en matière d'éducation sur la quasi-totalité des régions du Nord à partir de Mopti. C'est face à cette urgence et à la situation quasiment dramatique que rencontre l'école dans ces régions que le président de la République a initié un programme d'urgence présidentielle en matière sociale. Programme présidentiel des urgences sociales, santé, éducation, surtout. La revue sectorielle conjointe a vocation à consolider le dialogue politique entre le gouvernement du Mali et l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur de l'éducation. Pour la recherche de synergie d'action avec les partenaires dans le cadre de la création d'emplois, le ministre en charge a rassemblé tous les acteurs pour vite trouver une solution. Cette concertation concerne les patrons des entreprises modernes, des exploitations agricoles, des artisans, entre autres. Mariam Sagara pour le reportage. Le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle s'active à traduire la vision présidentielle pour la création d'emplois afin de satisfaire les jeunes dans le besoin. Cette concertation sur la synergie d'action en matière de promotion de création d'emplois s'élargit ainsi aux acteurs sociaux pour une coordination totale et acceptable. Votre présence à nos côtés en cet instant solennel est le témoignage de votre engagement dans la recherche de solutions à l'épineuse question de l'emploi au Mali. Ces rencontres m'ont permis d'avoir des échanges féconds et surtout de noter l'adhésion des partenaires à la vision que nous avons en matière de promotion et de création d'emplois. Cette vision, faut-il le rappeler, est celle de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui a fait de l'emploi un de ses axes prioritaires de son mandat. L'emploi étant un défi majeur pour l'État, il est impératif de conjuguer les efforts entre gouvernement et société civile. Notre démarche s'inscrit dans la recherche de synergie d'action avec les partenaires, convaincus que c'est dans les entreprises modernes, dans les exploitations agricoles et dans l'artisanat que l'emploi est créé. Le ministre dit prêt et être à l'écoute de tout un chacun pour réussir la création des 200 000 emplois au Mali. Je le disais dans les titres, le ministre de l'Équipement et du Désenclavement a lancé à Kifosso, dans le cercle de Yorosso, le programme d'entretien routier. Les travaux concernent l'entretien de 4 951 km de routes bitumées, 958 km de routes en terre et 1386 km de pistes rurales, le tout pour un montant global de plus de 19 milliards de francs CFA. Envoyés spéciaux, Sogona Kamisoko, Moulay Sidibé. Sur cette route qui relie Kemparana, Kifosso 1, en passant par Yorosso, le trafic était un véritable parcours de combattants. C'est là à cause de la vétusté de cette route, vieille de 52 ans. Par le lancement des travaux d'entretien de cette voie, le rêve des Kifossois devient ainsi une réalité. Vous ne pouvez pas imaginer la peine, les tracas, les agonies que nous avions ici. Finalement, les opérateurs de sang détournaient Kifosso pour passer par Koutiala pour ensuite aller à Kouri, avec plus de 120 km en supplément, ce qui élevait les coûts d'évacuation de notre production. Au nom de la commune, merci à Madame le ministre de l'Équipement et du Désenclavement et au président de la République. Cette première étape
marque le lancement des travaux d'entretien routier sur l'ensemble du territoire national. Elle va coûter à l'État 500 millions de francs CFA. La maîtrise d'ouvrage est assurée par l'Agence d'exécution des travaux d'entretien routier AGEROUTE pour une durée de 8 mois. Il s'agit assurément, à travers ce lancement des travaux d'entretien routier, de poursuivre avec engagement et détermination la traduction en actes concrets de la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, en matière de désenclavement. Les jours à venir, nous serons là pour superviser les travaux à mi-parcours et au moment de l'inauguration ou sinon de la remise officielle vraiment de ce tronçon, nous serons là aussi pour témoigner, voir ensemble la qualité des travaux réalisés, si réellement les travaux ont été réalisés dans les délais contractants et si l'enveloppe allouée à ces travaux a été suffisante pour exécuter les travaux. Le programme pluriannuel d'entretien routier, édition 2017, va concerner près de 500 000 km de routes bitumées pour un coût total de plus de 19 milliards de francs CFA. Nous ouvrons à présent la page consacrée à l'an 2 de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. La politique de la base au sommet, c'est la démarche adoptée par les élus de la nation en se rendant à l'intérieur du Mali. Une délégation parlementaire était à Mopti, objectif échanger avec les sensibilités des régions de Tombouctou, Ménaka, Taoudéni et Mopti sur le projet de loi portant révision de la Constitution de 1992. Au RTM Mopti, le reportage de Mohamed Diarra et Diakari Dianama Traoré. Aujourd'hui, de réviser la Constitution du 25 février 1992, oui, répondent à l'unanimité les représentants des régions de Mopti, Tombouctou, Taoudéni et Ménaka. Ils l'ont dit au cours des échanges avec une délégation parlementaire au gouvernorat de Mopti. Les intervenants ont salué cette idée du président de la République et la démarche participative des députés. Sur certains points comme par exemple la création du Sénat, les critères d'éligibilité du président de la République, les avis sont partagés. Il faut être vraiment d'origine malienne pour être président. Le Sénat, c'est une double charge pour le budget malien. La création du Sénat, je suis d'accord, vraiment c'est pertinent, je suis d'accord avec la création du Sénat. Ils ont demandé si nous sommes d'accord que ce président doit être d'origine malienne. J'ai dit non. Ça ne doit pas être seulement d'origine malienne. Non, pour être président de la République, pas la nationalité comme ça malienne. Tout le monde peut avoir la nationalité malienne par conseil de ministre ou bien comme ça. La nationalité d'origine. 3 heures de débat avec à la clé un motif de satisfaction du président de la commission de loi constitutionnelle de l'Assemblée nationale. Les gens se sont exprimés librement et ont donné leur avis par rapport aux modifications proposées sur la loi fondamentale. Cette politique de la base au sommet vise à mettre le citoyen au centre des politiques de développement avec comme soubassement des institutions fortes. L'objectif de cette rencontre, c'est de pouvoir en tout cas, avoir l'avis des uns et des autres et nous allons en temps opportun, en toute souveraineté, délibérer et voir quelles sont les améliorations à proposer au texte de loi. Les propositions de Mopti doivent orienter les représentants du peuple dans leur prise de décision. Voilà, vous avez compris, c'est à présent que nous ouvrons la page consacrée à l'an 2 de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale. Des résultats à hauteur de souhait, mais aussi des attentes fortes pour une amélioration de la situation sécuritaire. C'est en ces termes que les hommes politiques de Gao ont analysé les 2 années de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, issu bien sûr du processus d'Alger, de Gao, les explications de Drissa Kone. Le bonheur, c'est d'accepter la lutte, l'effort, le doute et d'avancer. D'avancer en franchissant chaque obstacle, disait Catherine Pancol. 2 années de chemin parcouru dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale méritent un temps d'arrêt pour jeter un regard sur le chemin parcouru. Vous avez le MOC qui a été mis en œuvre, qui est fonctionnel. Vous avez la CVJR et vous avez même le chef du DDR qui a été aussi nommé. Je crois que c'est un très grand pas. Le pourparler, de vivre ensemble et de la cohésion sociale, et vraiment on est en train de le forger de tous les jours.
Il y a aujourd'hui les partenaires au développement, il y a les ONG qui sont très fréquents chez nous. Et c'est grâce aux accords, c'est grâce, n'est-ce pas, à la nécessité des accords, et qu'aujourd'hui, on est avec tous les partenaires au développement pour parler de paix d'abord et pour parler comment développer notre commune. Donc pour moi, vraiment, les accords, vraiment, ça a été une réussite. Des acquis, certes, mais les attentes sont nombreuses. Nous pensons que les DDR, là, il faut aller très rapidement vers ça. Il faut cantonner les gens, il faut récupérer toutes les armes. Les armes circulent partout. C'est ça la difficulté aujourd'hui sur le terrain. Dans peu de temps, notre programme d'urgence va commencer. Et le tout début de notre programme d'urgence, c'est la première composante, c'est la composante cohésion sociale. Nous irons vers Bourem, nous irons vers Ansongo, nous irons vers les communes pour mettre des cadres de concertation pour que les gens se parlent et que les gens travaillent ensemble. Seul bémol à ce climat du vivre ensemble désormais instauré, l'insécurité résiduelle tant dans la ville de Gao que sur les axes routiers de la région. En deux de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, nous étions ce soir à Gao. Également dans ce 20h, le forum sur la paix et la sécurité durable dans le cercle de Koro, organisé par l'Agence évangélique de développement du Mali. C'est pour renforcer les dispositions sécuritaires, créer un cadre d'échange populaire, engager un dialogue entre gouvernants et gouvernés. On en sait plus avec Aminata Touré. Ce forum sur la paix et la sécurité durable dans le cercle de Koro a été un cadre d'échange fructueux entre tous les acteurs. Des échanges qui ont abouti à certaines recommandations parmi lesquelles la création d'un cadre d'échange populaire, un dialogue entre gouvernants et gouvernés. C'est un processus qu'on a démarré depuis un moment. Nous sommes dans le processus de construction de la paix dans nos zones d'intervention. Pour qu'ils puissent s'entendre entre eux, parce que c'est eux qui vivent ici la situation. Comment faire en sorte que toutes les couches de la société doivent ensemble justement se donner la main, réfléchir à partir du local à des solutions susceptibles de contrer non seulement la montée de l'extrémisme violent, mais dans le même temps à comment faire en sorte que les différents mécanismes traditionnels de gestion puissent être redynamisés. Unissons nos efforts pour dire non au conflit d'aujourd'hui ou ancien. Au contraire, avec responsabilité, encourageons la cohésion sociale, la vie en bonne intelligence dans notre langage et dans notre comportement de tous les jours. Le forum sur la paix et la sécurité durable dans le cercle de Koro a été un partage des meilleures approches pour trouver une solution à la problématique actuelle, mais aussi en termes de prévention par une éducation permanente, le retour de l'État, la création d'emplois, entre autres. À l'instar des autres pays, le Mali célèbre demain 23 mai la journée internationale pour l'élimination de la fistule obstétricale. À l'occasion de cette journée mondiale, suivant le message du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, professeur Sambasso, il est au micro de Mamtou Danté. La fistule obstétricale est une affection très handicapante qui touche la jeune femme et qui l'exclut de la société. Elle frappe en général des parturientes de niveau socio-économique bas dans les régions où l'accessibilité et la qualité de l'aide obstétricale ne sont pas très satisfaisantes. Elle reste la cause de morbidité maternelle la moins prise en charge, bien qu'elle soit celle qui affecte le plus la femme, la famille et la société. Cette journée est célébrée au Mali depuis 2013 et l'édition 2017 a pour thème espoir, traitement et dignité pour tous. Par ce thème, il est important que tous les acteurs unissent leurs efforts pour faciliter l'accessibilité géographique et économique des femmes souffrant de la fistule au service de traitement et à tous les niveaux. Car le droit à la santé est garanti par notre Constitution. Écoutons également la représentante de l'UNFPA Mali, Mme Josiane Yaguebou, qui nous parle de la maladie et de sa prise en charge. L'apparition d'une fistule obstétricale est directement liée à l'une des causes
de mortalité maternelle. Mesdames et messieurs, le thème retenu cette année pour la Journée internationale de l'élimination de la fistule obstétricale, c'est espoir, guérison et dignité pour tous. Ce thème nous interpelle tous. Ce thème nous inspire et nous motive à mettre fin à cette injustice sociale, à promouvoir le droit à l'accès de chaque femme et chaque jeune fille aux services de santé maternelle de qualité et en temps opportun. Au Mali, particulièrement, nous apportons un appui au gouvernement malien à travers la mise en place d'une stratégie nationale pour éliminer la fistule obstétricale et la formulation d'un plan national pour la fistule obstétricale, pour la disponibilisation des données de qualité, des données fiables, le renforcement de capacités des structures de prise en charge de la fistule et le partenariat avec les ONG, le recrutement et la réinsertion des femmes porteuses de fistule obstétricale. Et vous pourrez suivre l'intégralité de ces deux messages après ce journal. Le ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable, Mme Keïta Aïdambo, participe à la 8e réunion sur le dialogue des climats à Berlin, en Allemagne. Le thème central est travailler ensemble pour trouver les solutions. Il s'agit d'une réunion ministérielle informelle sur la lutte contre le dérèglement climatique à laquelle participent une quarantaine de pays représentatifs de la diversité des groupes de négociation. Aussi, le ministre de la Promotion de l'investissement et du secteur privé, M. Konimba Sidibé, est en Inde où il prend part à la 52e Assemblée annuelle de la Banque africaine de développement et à la 43e Assemblée annuelle du Fonds africain de développement au titre de l'année 2017. Le parti Alliance pour la République, APR, a effectué sa rentrée politique à Nyono. Les responsables du parti ont échangé avec les militants et sympathisants du parti sur une meilleure implantation du parti, les préparatifs des élections futures et les grandes préoccupations nationales. Reportage Fousseni Samake. Au cours de cette rentrée politique du parti Alliance pour la République, APR, à Nyono, l'implantation du parti, les préparations des élections futures et les préoccupations nationales de l'heure étaient au centre des échanges entre les militants, sympathisants du parti et les représentants des partis amis de l'APR. Les performances réalisées lors des élections communales par ce jeune parti ont impressionné les responsables du bureau politique national à Nyono. Pour ce jeune parti, implanté tout récemment, au moins d'1 an, j'espère que ça sera implanté dans toutes les communes. C'est l'occasion de vous remercier tous de ces résultats engagés. Ce déplacement à Nyono n'est pas fortuit. Nous le plaçons d'abord sous le signe de la cohésion et de la poursuite de l'implantation du parti sur l'ensemble du territoire national pour son renforcement. Aujourd'hui, l'APR sur les 12 communes de Nyono est présente dans 11 communes. Au sortir des élections, ça fait 10 conseillers pour le parti APR, dont 2 maires adjoints. L'APR s'est dit engagé dans l'accompagnement de la politique du président Ibrahim Boubacar Keïta. L'APR est dans un partenariat sincère au sein de la CMP avec les partis politiques qui se sont engagés à accompagner les actions du président de la République. Les préoccupations nationales de l'heure, c'est-à-dire la sécurité, ne feront pas défaut au cours de nos travaux. La rencontre de Nyono a permis de mettre en place un bureau de la section de Nyono dirigé par Mamadou Ganame et surtout l'adhésion des nouveaux militants venant d'autres partis dans le cercle de Nyono. Rentrée politique également du mouvement patriotique pour le renouveau MPR à Kolokani. Au cours de l'événement, le premier responsable du parti a félicité le conseil communal de Mansatola pour les résultats obtenus lors des élections générales de 2016. Envoyés spéciaux à Kolokani, Oumar Traoré et Agibou Koulibaly. Selon les responsables du parti, le MPR est la 5e force politique sur le plan national après le RPM, l'ADEMA, l'URD et la CODEM. Le parti du Tigre, debout, en délocalisant cette rentrée politique de la section de Kolokani à Massantola, veut récompenser un mérite et un effort, celui des résultats obtenus lors des élections communales de 2016. La rentrée politique du MPR au niveau du cercle, elle est capitale, puisqu'il s'agit de s'évaluer lors des élections passées et de voir de long à large ce que le parti a fait comme effort en termes de maire et en termes d'élus
par rapport aux élections communales. C'est pour vous dire que la section a choisi Massantola pour des raisons purement stratégiques, dans la mesure où il y a des efforts fournis par Massantola dans le cadre du développement local et qui honore le parti. Donc pour une commune rurale, ça sent que réellement la cohésion sociale est là. Il y a l'entente entre les élus. Donc c'est très important pour un parti comme le MPR. A noter que le MPR compte 92 conseillers dans la région de Koulikoro, dont 3 maires dans le cercle de Dioïla et 2 maires dans celui de Kolokani. La visite de courtoisie aux notabilités de Massantola, la rencontre avec les élus MPR de la localité et la visite du tombeau de Komi Diosé Traoré ont mis fin à cette rentrée politique du MPR dans le Beledoukou. L'Union pour la démocratie et le développement, UDD, a procédé à Niamana dans le cercle de 100 à la rentrée politique du parti. Cette rentrée a été une occasion pour les cadres et les militants de faire un état des lieux du parti, mais aussi d'échanger sur la vision de l'UDD par rapport aux futures échéances électorales. Reportage Candicila. Pour cette rentrée politique, à sein de l'UDD, l'Union pour la démocratie et le développement, c'est la commune rurale de Niamana qui a été choisie pour abriter l'événement. La rencontre, marquée par un meeting, a mobilisé les responsables nationaux du parti, ceux des sections et des sous-sections, ainsi que les militants à la base. Je peux dire que l'UDD aujourd'hui est en très bonne santé dans le cercle des 100, où nos listes sont gagnantes dans 5 communes. UDD est en alliance avec certains partis, mais UDD en liste propre, nous sommes au niveau de la commune de Niamana. Nous sommes venus pour féliciter le maire, pour confier le maire aussi à la population de Niamana et pour dire au maire de multiplier davantage les efforts pour nous donner d'autres victoires. L'état de lieu du parti, les recommandations du dernier congrès et les orientations par rapport aux futures échéances électorales ont constitué le fond des débats. Sur le plan national, les résultats issus de ces scrutins ont été jugés satisfaisants. Un total de 402 conseillers, 13 maires, l'élargissement de la base du parti, l'adhésion massive des militants et des militantes à l'UDD. On peut dire sans risque de se tromper que l'UDD est un parti résolument tourné vers l'avenir. Par rapport au contexte du pays, l'UDD salue les efforts du président de la République et du gouvernement, des efforts consentis dans le cadre de l'apaisement du climat social et la récente visite du président de la République française dans notre pays est un autre signal que le Mali est en bonne voie par rapport à la fin de la crise sécuritaire du pays. Le parti invite ses militants à œuvrer pour maintenir le climat de paix et de cohésion sociale. Et ce communiqué suite à la nomination de M. Ahmed Janif Semega, président d'honneur du Parti pour le développement économique et la solidarité au poste de haut-commissaire de l'OMVS à la suite de la conférence des chefs d'État tenue le 17 mai 2017 à Conakry. La jeunesse du PDS se félicite de cette nomination et remercie son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République, chef de l'État, pour sa clairvoyance et son sens élevé de l'État. Parlons à présent de cette bonne nouvelle, et nous vous l'annoncions hier. Le pape François vient de créer 5 cardinaux, nombre desquels Monseigneur Jean Zerbo, archevêque de Bamako. 24 heures après cette annonce, une équipe de reportage de l'ORTM dresse le portrait du cardinal et passe au peigne fin ce qu'on peut considérer comme un nouveau concept dans les appellations du Mali. Vous allez désormais l'appeler son éminence Monseigneur Jean Zerbo au lieu de son excellence. Ainsi en a décidé le Vatican. Cela dès le 28 juin prochain où l'intéressé sera élevé à la pourpre cardinaliste, autrement à la dignité du sacré collège des cardinaux. Le collège des cardinaux a 3 fonctions principales. Se réunit en conclave lors du décès d'un pape pour l'élection de son successeur. Le collège des cardinaux assure aussi la conduite de l'Église entre la mort du pape et l'avènement de son successeur. Le collège des cardinaux assiste aussi le pape dans ses activités quotidiennes
dans le gouvernement de l'Église. Première création de cardinal dans toute l'histoire de l'Église du Mali, l'initiative confère à l'élu des vertus et des prérogatives exceptionnelles. Désormais électeur et éligible en cas de recours pour désignation de pape, il appartient au cercle très fermé de conseillers de celui-là. Désigné sur la base des valeurs rares comme critères, exemplarité, prudence, capacité d'écoute, etc. Il pourra résider au Mali ou au Vatican au besoin. Né le 27 décembre 1943 à Ségou de feu Antoine et de feu Bernadette Loury, il fréquente l'école primaire Mission catholique de la ville des 4444 Balanzan et du Bossu, puis une école de formation des enseignants à Ségasso avant le lycée Prosper Camara. Détenteur du bac philo-langue, il séjourne au grand séminaire Saint-Pierre-Clavé de Koumi au Burkina Faso. Ordonné prêtre le 10 juillet 1971 à Ségou et successivement vicaire et curé. Après une maîtrise en théologie et une licence en écriture sainte, il devient formateur. Le 20 novembre 1988, ordination épiscopale au centenaire de l'Église du Mali, évêque auxiliaire de Bamako à la même année, puis évêque du diocèse de Mopti 7 ans plus tard, avant d'être intronisé archevêque de Bamako le 25 octobre 1998. Ses responsabilités actuelles au sein de la conférence épiscopale du Mali, président de la commission de la pastorale sociale, de celle justice et paix, président du secrétariat pour le dialogue interreligieux et président du comité national d'organisation des pèlerinages. Son éminence, Monseigneur Jean Zerbo, bienvenue dans le cercle très fermé et mérité. Voilà un reportage signé sur Ibrahim Keïta, Isaac Chenou et Djeli Makan Diabaté. Dans quelques jours, le mois de Ramadan, en prélude à ce mois béni, nous vous proposons en rediffusion un numéro de Focus Santé sur les vertus du jeûne, perte de poids, repos de l'organisme, prévention de certaines maladies dont l'obésité, tels sont entre autres impacts du jeûne sur les pratiquants. Focus Santé, c'est une réalisation de Ramata Konaté. Au plan sanitaire, le jeûne est un remède pour le bien-être des pratiquants. En effet, le jeûne permet d'éviter la surabondance de nourriture en éliminant les toxines liées à la suralimentation. Il peut aider à la prévention de certaines maladies. Après la rupture du jeûne, on va perdre quand même quelques grammes parce que les graisses sont brûlées et ce qui va éviter à la personne d'être au stade de l'obésité, qui constitue vraiment un problème de santé en soi. Et aussi d'éviter les maladies cardiovasculaires, l'hypertension. Et aussi, ça permettra d'éviter certains cancers aussi. Avec le jeûne, j'ai constaté moi-même que j'ai perdu un peu de poids. Je sais désormais comment contrôler mon régime alimentaire. Avant, je sentais assez de malaise dû à l'alimentation. Maintenant, avec le jeûne, mon régime alimentaire est équilibré. Comment se passe ce mécanisme de prévention et de repos de l'organisme? Les explications avec les spécialistes. Quand on jeûne, on a des graisses qui se brûlent. Parce que au quotidien, quand on mange, l'organisme ne prend que ce dont il a besoin. Et le reste est stocké sous forme de graisse au niveau de l'organisme. C'est pendant le jeûne que l'organisme utilise ses réserves de graisse sous forme d'énergie pour remplacer la nourriture qu'on n'aura pas à consommer pendant les 10 à 12 heures de temps qu'on aura fait sans manger. Au plan psychique, le jeûne permet d'évacuer le stress. Le jeûne va induire chez le jeûneur un sentiment de clarté de l'esprit, voire même un désencombrement mental. Et le jeûne va améliorer
la qualité de vie et surtout, favoriser la régénération de l'organisme et de tous les organes. Il est normal que de petits désagréments dont les maux de tête apparaissent pendant qu'on jeûne, mais ils disparaissent aussitôt que le jeûneur s'alimente le soir à la fin de la privation. Le jeûne en soi n'est donc pas dangereux pour la santé, sauf dans le cas de certaines pathologies, dont l'hypertension et le diabète. Les personnes qui souffrent de ces maux devront consulter un médecin avant d'entamer le jeûne. Voilà, donc on a un communiqué du RPM avant de boucler ce journal. Le 22 mai 2017, la date du 21 mai de l'an de grâce 2017 restera désormais gravée à jamais dans l'histoire cultuelle de notre pays et en particulier celle de l'Église malienne. En effet, ce dimanche 21 mai, le pape François, à la fin de la prière du Regina, a annoncé la nomination de l'archevêque de Bamako, Monseigneur Jean Zerbo, comme cardinal. Par cette décision papale, Jean Zerbo, 73 ans, qui devient le premier cardinal de notre pays, participera désormais au conclave qui élira le prochain pape et devient lui-même éligible à la succession de Saint-Pierre. Le bureau politique national et l'ensemble des militants du Rassemblement pour le Mali réjouissent de la nomination de Monseigneur Jean Zerbo, connu sous son grand engagement dans le dialogue islamo-chrétien comme premier cardinal de l'Église malienne. Le Rassemblement pour le Mali, RPM, à l'instar de tous les Maliens, formule des vœux de succès et de longévité pour son immense Jean Zerbo, élevé à la troupe cardinalis, le collège cardinalis, le 28 juin prochain, en même temps que 4 autres évêques non africains nommés le même jour que lui. Voilà, donc c'était un communiqué du RPM. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain 13h, Youssouf Diakité. Pour ma part, au plaisir de vous retrouver pour les éditions du soir. Bien à vous et à demain.